Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Public Sénat pour votre émission On va plus loin et c'est l'heure du match des idées. Encore un livre, un de plus autour des confidences de François Hollande, mais cette fois, ce sont des confidences qui provoquent de nombreuses réactions indignées. Le livre vient complètement troubler en plus l'opération communication du président qui a publié une longue interview dans l'Obs. On va évoquer tous ces aspects avec nos invités ce soir. Frédérique Espagnac, bonsoir. Bonsoir Sonia. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, proche de François Hollande. Face à vous, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Directeur du site Atlantico. Et avant de vous laisser réagir et commenter cette actualité, je vous propose un résumé des propos dans le livre qui ont provoqué de vives réactions. Aujourd'hui, on voit tout cela avec Marie Brémaud. Il est bavard, François Hollande, et n'a pas la langue dans sa poche. Un long entretien au Nouvel Obs et 660 pages de confession dans un livre. Un président ne devrait pas dire ça. Un titre à propos, car certaines confidences faites aux journalistes suscitent des interrogations. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. François Hollande précise tout de même que l'islam n'est pas une religion dangereuse, mais que les musulmans se doivent de dénoncer les actes de radicalisation. Sur le port du voile, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Avec ces mots, le locataire de l'Élysée estime que le voile peut être une protection pour une citoyenne, mais que demain, elle s'en libérera. Sur le plan plus politique, François Hollande n'épargne pas Nicolas Sarkozy, qu'il décrit comme un petit de Gaulle. On a eu Napoléon le Petit, et bien là, ce sera De Gaulle le Petit. Nicolas Sarkozy, la cible de ses attaques. Il n'hésite pas à confirmer que oui, François Fillon et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, se sont bien rencontrés. Un déjeuner au cours duquel François Fillon aurait dit au sujet de l'ancien chef de l'État : si vous ne faites rien, il reviendra. Quelques mots également pour entériner un projet sur lequel François Hollande s'était engagé, Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport ne verra pas le jour. Son ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Nantes semble être le premier surpris. En tout cas, en ce qui me concerne, lorsqu'il m'a parlé de Notre-Dame-des-Landes, il m'a jamais dit qu'il était contre. Donc si on donne la parole au peuple, et quand il a répondu, c'est pour la respecter. Côté vie privée, le président de la République a bien voulu lâcher quelques confidences sur les femmes de sa vie, Ségolène Royal, Julie Gaillet ou encore Valérie Trierweiler. Cette dernière ne semble pas avoir apprécié. Voilà, je voudrais simplement qu'on précise les choses. Frédérique Espagnac, les journalistes ont vu François Hollande à plus de 60 reprises. Le magnéto, 3 magnétos étaient sur le bureau, donc chacun savait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Comment expliquez-vous alors, d'abord d'une manière générale, avant qu'on entre dans les détails, une telle communication immaîtrisée ? Je ne suis pas en charge de la communication du président de la République, Sonia. Et si vous êtes là, c'est un peu pour le défendre, je suppose. Bon. Comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui. C'est ce que je fais, depuis ce matin. Je vois on n'est pas forcément très nombreux, mais je l'assume et j'en suis plutôt fière. Plusieurs choses. Je crois qu'il y a à la fois, on connaît ça, François Mitterrand l'avait fait dans son temps avec Jean-Pierre Elkabbach, le besoin, en tout cas, d'expliquer, je pense, au fur et à mesure, dans un quinquennat, les différentes étapes majeures. A fortiori dans un moment où, pour certaines décisions, certaines positions ont été mal comprises. Et donc, de ce point de vue-là, il y a l'engagement sur un livre. Vous l'avez dit, moi je ne les ai pas connus, ces deux journalistes. Ils sont arrivés visiblement en 2011, pendant 5 ans. Donc il y a eu des entretiens. Ils ont écrit un livre à charge sur Nicolas Sarkozy qui a dû laisser des traces et peut-être faciliter ce travail, qui sait. Je suis pas persuadée. Voilà, je le dis d'autant plus que je pense pas. Mais de ce point de vue-là, en tout cas, je n'en sais rien. Donc, pour répondre à votre question, il y a un témoignage. Il y a aussi ce que je connais de François Hollande, c'est-à-dire on fait une interview, comme vos collègues le savent, et puis il y a la partie qui est enregistrée, puis après il y a la discussion qui vient à bâton rompu avec des journalistes, ce qu'on appelle du off, voilà, et qui du coup se retrouve en compilé par les meilleurs moments de cet article dans Le Parisien notamment ce matin, et qui crée en effet un espèce d'une synthèse de petites phrases qui sont assez surprenantes. Après, vous l'avez vu, il y a 650 pages. J'étais un peu surprise ce matin puisque les deux journalistes ont été reçus par Jean-Jacques Bourdin, et à la fois entre ce que j'ai lu dans Le Parisien et ce que eux-mêmes en disaient, c'était deux choses complètement différentes. Donc c'est aussi ça qui m'interpelle. Mais alors, malgré tout, les propos sont écrits noir sur blanc, au-delà de ce que vous dites. Et finalement, c'est votre rôle de montrer aussi le verre à moitié plein, ce qui est frappant. Et est-ce que c'est votre avis, Jean-Sébastien Ferjou ? Vous êtes dur sur le livre, peut-être. Je peux être dur sur le livre dans certains cas, mais là, je pense surtout... Pour être honnête, est-ce qu'il vous déçoit dans le sens...
Les Français attendent autre chose, tout simplement. J'allais dire, vu le taux de chômage, vu les difficultés aujourd'hui, est-ce qu'on attend cela aujourd'hui d'un président en exercice? Écoutez, enfin, c'est en gros, si on fait la compilation, c'est 4 jours sur 5 ans ou 6 ans. Bon, donc faut remettre. Une fois par mois, c'est pas mal pour un quinquennat. C'est 4 jours compilés sur 6 ans. Bon, donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, premier point. Deuxièmement, est-ce que ça me déçoit? La question ne se pose pas dans ces termes-là. Je veux dire, il y a des moments qui sont importants, de fait, dans l'explication sur la déchéance, ce qu'il a fait dans l'interview Nouvelle Obs. Mais encore une fois, ce sont des propos rapportés. Moi, ce qui m'importe réellement, c'est l'explication du quinquennat tel qu'il l'a fait dans Nouvelle Obs. On va entrer dans les détails. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que vous nous disiez tout à l'heure que vous savez comment sont vos collègues, mais si vous nous le dites et vous le savez, c'est que François Hollande, qui pratique les journalistes depuis bien longtemps, doit le savoir lui aussi, que le off, il va aussi se retrouver là-dedans. Moi, ce que je trouve perturbant, c'est pendant très longtemps, les journalistes l'ont respecté. Je l'ai précisé, il n'y avait pas de off. Pendant très longtemps, les journalistes l'ont aussi respecté. Oui, mais Madame Espagnac, ça n'est pas le premier livre du genre qui sort. On en est à je ne sais plus combien de livres de confidences ces derniers temps. Mais cela dit, moi, là où je vous rejoins, c'est pas tellement l'argument de dire il aurait passé énormément de temps à faire ça et à ne pas présider par ailleurs. Il est relativement mineur. Si lui trouve qu'il est moins vulgaire de passer son temps à parler des journalistes qu'à faire du jogging comme le faisait Nicolas Sarkozy, c'est son droit. Moi, ce que je trouve profondément perturbant, c'est le décalage entre la parole publique et la parole privée. Et vous disiez qu'il y a aussi un décalage entre le livre et ce que disait ce matin, moi j'ai écouté les deux journalistes dont vous parliez aussi ce matin, mais ils disaient des choses encore plus perturbantes. Pourquoi donc? Comme par exemple qu'ils avaient l'impression que sur la déchéance de nationalité, ça relevait d'un point psychanalytique, selon eux. Ils n'ont pas dit ça ce matin, hein. Ah mais si, ils ont dit. Non, c'est Jean-Jacques Bourdin, ils n'ont pas dit ça ce matin. On va pas refaire l'interview de ce matin. Voilà, donc il faut rester sur les faits là. A raison, c'est une vraie question. Est-ce que François Hollande a des vérités, j'allais dire, successives? Il veut imposer la déchéance de nationalité, il se bat pour le faire, il échoue, mais dans le livre, il y est hostile. Et donc les Français se demandent quelle est la colonne vertébrale de François Hollande. Réaction psychologique, que sa motivation était psychologique là-dessus. En rien. Attention à ce que vous dites. Ce matin, ils n'ont pas dit ça. La déchéance de nationalité, elle arrive à un moment qui est très critique, où il pense, et il le dit d'ailleurs dans le Nouvel Obs, que la France peut se fracturer. On est, rappelez-vous, au lendemain des attentats. Ce qui s'est passé sur Chally a généré un sursaut du peuple français dans les rues. Au lendemain de ce qui s'est passé au Bataclan, ce sursaut est impossible pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, il cherche quelle est l'image qu'il peut projeter à l'international de cette France qui rebondit encore une fois et qui est solide et qui ne se fracture pas. La seule image, et il a eu raison, c'est une intuition qui était très importante, c'est l'image de la représentation nationale au Congrès de Versailles, unie dans l'unité nationale. Ça, personne ne lui reproche. Mais c'est pour ça qu'il l'a fait. Et quand à un moment donné, aussi importante, le dimanche, Sonia, juste pour expliquer aux Français, quand le dimanche il reçoit les responsables de l'opposition et qu'eux-mêmes demandent ce point-là, il se dit que s'il doit en arriver, alors qu'il a toujours été contre, et que intrinsèquement, profondément, dans ses valeurs de gauche, il est contre, mais que si c'est ça qui permet l'unité nationale et l'image qui sera projetée à l'international, cette image a fait le tour du monde sur les BBC, CNN et autres, parce que c'était une image d'unité nationale qu'il fallait montrer, il l'a fait. Donc la structuration est simple, il n'a pas menti, il est très clair, il le dit encore dans Nouvel Obs, je suis contre la déchéance de nationalité. Et en même temps, il dit en 2015, ça a été utilisé pour 5 personnes et personne s'en est été. Finalement, ça a dû vous faire plaisir parce que vous étiez contre. Vous. Oui, mais voilà. Tout à fait. Et donc je faisais partie des gens qui lui ont dit, nous je suis contre. Il y a une autre question, et ce livre peut accréditer l'idée ou renforcer l'image d'un président commentateur de sa propre action, de son quinquennat en cours, je rappelle. On va écouter sur ce sujet, vous réagirez juste après, les propos de François Bayrou. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il ait le temps de passer des centaines d'heures avec des équipes de journalistes diverses et variées, mais pas, je veux dire, quand je dis des centaines d'heures, je parle au sens propre. Vous n'exagérez pas. Du mot. Il y a eu plusieurs livres, effectivement. Oui, c'est combien? Le 5e, 4e, 5e, je ne sais pas combien. Tout ça pour, entre nous, dans ce que j'ai lu ou vu, ne pas dire grand-chose. Mais cette obsession de faire lui-même la chronique de son quinquennat à l'avance, dans le but d'être publié à la fin, avec des fausses confidences, c'est quelque chose qui me surprend pour l'exercice de la fonction présidentielle. Alors ça, c'est important. Pour l'exercice de la fonction présidentielle, c'est peut-être ça le plus important.
important plus que le nombre d'heures passées d'ailleurs, qui est peut-être un faux problème. Absolument, c'est ce que je pointais tout à l'heure. Moi, je trouve que le titre du livre, ça n'aurait pas dû être un président ne devrait pas dire ça, c'est un président n'aurait pas dit ça. Un président qui aurait pris la mesure de sa fonction n'aurait pas dit ça, parce que la question n'est pas qu'il parle à des journalistes, là on parle de la nature des propos, qu'il se confie. Effectivement, tous les présidents l'ont fait avant lui, alors peut-être que le off existe moins maintenant que ce qui pouvait exister, mais en même temps, si vous le savez et que je le sais, j'imagine que François Hollande, qui vit parmi nous, doit le savoir. On lui le aussi. Découvre quand même aussi avec ce livre, excusez-moi. Enfin, il y avait Karim Rissouli, il y avait Antonin André. Les dernières confidences sur le livre de Patrick Buisson, elles ont été faites par définition après la publication du livre de Karim Rissouli et d'Antonin André, puisque ça concerne un événement qui s'est produit ensuite. Donc non, je pense que François Hollande ne prête pas attention à ça. On est quand même dans la période, comme vous le dites vous-même, où il y a eu un autre livre, où il y a une espèce de fuite en avant entre les journalistes sur qui va sortir le livre avant, qui va... Bon, voilà, pour vous, ça doit quand même être perturbant. Est-ce que vous soutenez l'homme qui, en public, dit qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, ou est-ce que vous soutenez l'homme qui, à certains journalistes, dit que s'il y en a un, pas du tout dans les mêmes termes? Est-ce que vous soutenez le président... Je vous arrête tout de suite. Laissez-moi le répondre, si vous me posez la question. Alors allez-y, posez-moi plusieurs, alors. Est-ce que vous soutenez celui qui reste à la tête, qui dirige une majorité socialiste, qui se revendique en tant que tel, ou celui qui, dans le livre, en 2 phrases, dit qu'il faut liquider le Parti socialiste, qu'il faut lui faire harakiri et qu'il faut passer à un parti du progrès? Ce qui est choquant, c'est le décalage entre les propos publics de François Hollande et ses propos privés. Dans l'interview du Nouvel Observateur, oui, mais c'est... Dans l'interview du Nouvel Observateur, sur l'immigration, il a un discours. Dans le livre, il en a un autre. Qui doit-on croire? Qui doit-on croire? À quel moment, plus exactement, doit-on le croire? Alors, très simplement... Et vous soutenez lequel de ces présidents-là? Mais le seul qui s'appelle François Hollande et qui est président de la République. Mais vous le connaissez. C'est un peu schizophrène. Non, la preuve que non. Pourquoi? Parce que ce qui est dit sur l'immigration, c'est ni plus ni moins la même chose qu'il dit aujourd'hui. C'est qu'il n'est pas souhaitable, ou en tout cas qu'il faut réduire l'immigration clandestine, et en même temps qu'il faut accélérer l'immigration, enfin, en tout cas, l'immigration régulière. Non, il ne parle pas que de ça. Mais c'est ça qu'il veut dire. Même les deux journalistes ce matin. C'est pas ça qu'il dit. Écoutez, les deux journalistes eux-mêmes ce matin, chez Monsieur Bourdin, excusez-moi de citer votre confrère, mais c'est eux-mêmes qui le disent, c'est leur bouche. Donc vous voyez, je ne fais que reprendre, non pas mon interprétation, mais leurs mots. Une réaction peut-être qu'elle va vous faire sourire et détendre un peu l'atmosphère qui n'est pas tendue, mais vous avez beaucoup de réactions à l'instant sur les réseaux sociaux. Et Christiane Latour qui vous dit la mission, entre guillemets, de Frédéric Espagnac, censée, par ailleurs, défendre François Hollande, est quasi impossible. Comment peut-elle défendre ça ? Mais je défends ça parce que je connais l'homme depuis 20 ans, que je connais profondément ce qu'il pense et, en l'occurrence, quel est son engagement. Et donc, je ne peux pas mettre en doute, sous prétexte qu'il y a un livre de 650 pages, une remise en question qui, dans les actes, dans les actes au quotidien que j'ai vus de cet homme, en tout cas pendant que auquel duquel j'ai travaillé pendant quasiment 15 ans, n'a jamais été à l'inverse, en tout cas, de ce qui est dit. Donc, c'est ça qui me surprend énormément. C'est que on jette à la poubelle potentiellement l'acte, les valeurs. Non, on va parler de l'interview dans l'Obs. On jette rien à la poubelle. Voilà, parce que là, c'est... Mais il y a un autre sujet important. Allez-y. C'est tout à votre honneur de le défendre. Et vous avez eu la chance, ou en tout cas vous l'avez fait, de travailler avec François Hollande et donc de le connaître et donc de ne pas avoir de doute sur ce qu'il dit. Mais admettez que pour les Français qui assistent, mais je sais quel est votre parcours, admettez que pour les Français qui assistent à ces espèces de déballage continu, justement, de confidence permanente, regardez le côté complètement vaudevillesque avec les propos de François Hollande dans le livre sur les Sans-Dents, Valérie Trierweiler qui tweet. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça est à la hauteur de la fonction présidentielle? Vous n'allez pas la rendre responsable de ce que fait Valérie Trierweiler. Alors, comme là, je crois qu'il faut aussi raison garder. Mais j'ai une question là-dessus. C'est lui qui est revenu dessus dans le livre. Elle le fait. Ça, je suis d'accord avec vous, il n'est pas responsable de ce qu'elle fait, elle. Mais il attire sa réplique. Excusez-moi, juste ça. Allez-y. Dans le livre, il répond à chaque période du quinquennat. Enfin, on peut pas dire que cette étape-là n'a pas marqué le quinquennat. Le fameux tweet et tout ce qui en a découlé derrière a eu un impact sur ce quinquennat. Et donc, à un moment donné, il est à un moment, en tout cas, d'explication de vérité. Est-il raisonnable d'en faire la chronique avant qu'il soit terminé? Écoutez, je suis désolée, mais c'est les journalistes eux-mêmes qui ont dit que dans un premier temps, ils voulaient pas en parler et qui l'ont poussé à le faire à plusieurs reprises et qu'à la fin, il l'a fait. Donc, il y a pas, vous savez, François Hollande, il est quand même quelqu'un de très pudique. Si Vladimir Poutine fait la même chose avec lui, il finira par céder de guerre lasse? Franchement, je vais vous dire, je vous trouve un peu facile parce que sur Vladimir Poutine, tout le livre, justement, prouve l'inverse. Donc, ça, c'est un autre thème. Et ce qui vient de se passer, excusez-moi, ce qui vient de se passer à l'ONU sur la résolution, le bras de fer qu'il y a eu avec, justement, M. Poutine, le fait que Vladimir Poutine, justement, le sujet d'un autre débat, ne vienne pas en France, alors que le président de la République lui-même a clairement fait un rapport de force avec lui et que c'est Poutine qui a cédé. Je vous ramène un autre sujet, Notre-Dame-des-Landes. Pour François Hollande, le projet ne se fera pas. Je cite, c'est écrit. Le plus probable est que ce projet
projet ne verra pas le jour. Je sais à quel moment, mais il le dit quand même, c'est sa conviction. Je voudrais qu'on écoute les réactions des élus de la région. C'est le sénateur André Triard qui fustige, c'est pas rien quand même, les trahisons du chef de l'État. Vous réagissez juste après. Je ne comprends pas ces paroles, à moins qu'elles ne soient très anciennes. Mais de toute façon, si c'est vrai, et si c'est récent, c'est une triple trahison, d'abord vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault, puisque là, c'est quand même le faire travailler en le trahissant. C'est une trahison pour l'ensemble des habitants de la Loire-Atlantique et pour l'ensemble des forces qui ont choisi de faire ça, puis c'est une trahison par-dessus tout de la parole du gouvernement, de la parole de l'État. C'est vraiment une situation d'imposture. Bon, Sonia, permettez-moi juste de répondre à ça. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a écrit dans un livre ceci que, dans les faits, François Hollande a dit ces propos-là avant le référendum et avant justement d'arriver sur cette position-là. Donc c'est à un moment donné, on a vu les crispations, on a vu ce qui se passait sur le terrain et il était logique de dire que vraisemblablement dans la situation telle qu'elle était, on pouvait considérer que ça n'allait pas se faire. Une décision est prise de redonner la parole à la fois aux citoyens et donc de faire un référendum. Donc après, le référendum a eu lieu citoyen, il y a une décision qui est prise, donc on prend acte. Mais donc, disons clairement les choses. Non, c'est pas. On change d'avis. C'est que on considère et qu'il dit à l'instant T, qui encore une fois est avant la décision de faire une consultation citoyenne, que tel qu'il sent la situation et tel qu'il sent la crispation, et on a bien vu ce face à face qui prenait des dimensions qu'il prend toujours d'ailleurs, que à ce moment-là, il considérait que vraisemblablement ça ne se ferait pas. Il y a donc des vérités à un moment T qui sont plus les mêmes plus tard. Admettons que vous preniez le temps et on doit vous reconnaître le courage avec lequel vous le faites, que vous arriviez à nous expliquer l'ensemble de ces interventions. Non, mais je veux juste l'honnêteté. Les 660 non, mais je veux juste l'honnêteté de la date. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que la fonction présidentielle s'en sort grandie? Vous soutenez, il me semble, une prochaine candidature de François Hollande. Alors, il n'a peut-être pas pris sa décision, mais elle vous paraît... Mais Frédéric Espagnac sait qu'il est candidat. En tout cas, j'imagine que ça vous semble une bonne idée. Est-ce que vous l'encouragerez à continuer à se comporter de cette manière-là? Est-ce que vous trouvez réellement, au niveau auquel il se trouve dans les sondages, et c'est pas juste un point de popularité, c'est la légitimité de l'action politique qui est en cause, c'est la stabilité de notre démocratie qui est en cause. Quand on est à ce point-là de défiance, quand on est à ce point-là d'écart, après, j'entends vos arguments, et pourquoi pas en admettre certains, mais ça n'empêche pas que l'effet produit, c'est qu'on ne sait pas ce que dit François Hollande, on ne sait pas ce qu'il pense. Est-ce que vous pensez que la France a besoin d'un président qui produit cet effet-là? Alors bien sûr, c'est pas lui qui a publié le livre, ce sont des journalistes, mais c'est quand même lui qui leur a parlé. C'est pas lui qui a publié le livre, c'est les journalistes qui ne savaient même pas que le livre sortait aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Il n'a pas été trahi par Patrick Buisson avec un dictaphone. Attendez, sur l'exercice du pouvoir, Frédéric Espagnac, attendez, François Hollande et vous aviez critiqué Nicolas Sarkozy pour avoir, selon vous, abaissé la fonction. Et vous disiez que c'était quelqu'un qui parlait tout le temps, qui montrait tout finalement du pouvoir et qu'il n'y avait pas cette hauteur. Est-ce que selon vous, avec ce livre, avec de telles confidences, François Hollande maintient cette hauteur ? Sonia, la situation médiatique qu'on peut comparer entre les années 80 et aujourd'hui a complètement changé. Les réseaux sociaux... Nicolas Sarkozy n'était pas président dans les années 80. J'en arrive. Mais c'est aussi la mutation qui est en cours aujourd'hui. C'est une réalité. La réalité fait que le quotidien, la vitesse à laquelle l'information circule, les interprétations... Vous ne répondez pas à ma question, Frédéric Espagnac. Posez-moi votre question, Sonia, je vais répondre franchement. Je suis sûre que vous-même, parce que vous défendez avec conviction le président de la République et parce que vous avez des convictions et des valeurs assumées à gauche, ce genre d'exercice qui met à nu le pouvoir, ça doit vous troubler, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez critiquer François Hollande en nous disant cela. Ce qui me trouble sur le fond, c'est que je crois qu'il est en sincérité, contrairement à ce que les gens pensent, dans l'instant des choses. Et donc, ce que je viens d'expliquer sur le référendum, par exemple, et Notre-Dame-des-Landes. Et donc, il est dans la vérité. Et paradoxalement... Sur les juges aussi ? J'ai le sentiment... Non. Alors, je vais répondre sur les juges. Sur les juges, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a à un moment donné un coup de gueule. Parce que là aussi, on ne donne pas le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est Christiane Taubira, au moment des écoutes, qui part... Si vous l'avez lu, Sonia, le livre. Pas tout, je vous avoue. Je l'ai reçu aujourd'hui, oui. Madame Taubira, qui au moment de l'État. Je vais répondre juste. Il n'était jamais dans un contexte, il ne réagissait jamais par rapport au contexte dans lequel il se trouvait. Mais quand même, c'est important sur ce qui est en train de se dire sur les magistrats. Je vais essayer d'y répondre. Mais sur les magistrats, juste pour terminer, on est dans un contexte où il y a en effet les écoutes, où Christiane Taubira est envoyée seule au front et que quelque part, tout un ensemble, on va dire, d'une organisation qu'elle dirige ne la suit pas ou ne la protège pas et elle est seule à monter au front.
Bon, c'est aussi ça une réalité à un moment donné. Un ministre, est-ce que ça a pu être le cas ailleurs ? Je veux dire, je me rappelle d'Henri Nallet, je me rappelle de même M. Badinter, qui n'avait pas forcément été toujours épaulé. Donc peut-être que François Hollande, en l'occurrence, alerte juste en disant... Les juges n'ont pas vraiment compris les mêmes Était-il en train de parler à la garde des Sceaux à ce moment-là? Il était encore une fois en train de parler à 2 journalistes. Non, mais je voudrais vous citer une phrase retrace le contexte d'une crispation sur Christiane Taubira au moment des écoutes, qui se retrouve seul et lâché. Il a quand même éprouvé le besoin. Si c'était si habile que ça, il n'aurait pas éprouvé le besoin d'inviter ce soir les magistrats pour s'expliquer au c'est vous qui parlez d'habileté. Moi, je parle de vérité et de franchise. Point. Alors la franchise, peut-être qu'il en a sur ce sujet, il est intéressant, Jean-Sébastien Ferjou et Frédéric Espagnac, parce que là, il parle de la perception qu'ont les journalistes de lui, et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit de ce que pensent les journalistes. C'est pas possible que ce soit François Hollande, que je connais il y a 35 ans, qui soit président de la République. Et du coup, dit-il, il n'y a pas de respect dans leur regard, parce qu'ils me voient toujours comme le premier secrétaire du PS, et à la fin... il est définitivement seul en son palais. Finalement... pour avoir été témoin de conversations entre François Hollande et des journalistes, je peux dire que j'avais honte pour les deux. J'avais honte du ton que les journalistes employaient vis-à-vis de lui, parce que la fonction présidentielle mérite autre chose que ça. J'avais honte pour la France que le président leur réponde sur le ton sur lequel il faisait, parce que là, on était totalement dans le président commentateur, jamais dans l'action. Donc, il ne peut pas décemment se plaindre de quelque chose qui ne cesse d'entretenir lui. Et encore une fois, regardez ce dont on est en train de parler là. On n'est pas en train de parler de 2017, des enjeux. Vous soutenez la candidature de François Hollande. Mais admettez que ce serait quand même plus facile pour vous si François Hollande avait parlé d'avenir, s'il avait parlé de la France, s'il avait parlé des défis. Comment? C'est ce qu'il fait dans l'interview de Nouvel Obs. Et malheureusement, c'est brouillé avec ce livre. C'est pas nous qui créons ces télescopages d'actualité. Mais ce n'est pas moi non plus, ce n'est pas lui non plus. Je sais que ça n'est pas vous non plus. Vous savez bien que c'est, en l'occurrence, les journalistes qui, à ce moment-là, ont aussi décidé d'un certain timing. C'est quand même l'ensemble des choses qu'il dit. Tous les livres qui sortent là, toutes ces confidences. Enfin, quand même, il y a eu combien de livres? Je veux bien que vous l'excusiez un peu et que vous mettiez ça un peu sur le dos des journalistes. Mais c'est quand même sa responsabilité. C'est lui le chef de l'État. Qu'elle attend d'abord François Hollande sur les grands sujets. Oui, c'est surtout ça. Parce que moi, ce qui m'inquiète quand même entre nous, depuis aujourd'hui... Et vous le trouvez convaincant dans ces convaincants? Attendez, sur tous les plateaux télé 5 ans de confidence, comme François Bayrou disait, pour ne quand même pas dire grand-chose. Franchement, je veux dire, je respecte beaucoup François Bayrou. Vous savez, c'est le maire de Pau. Je suis une élue paloise. Et peu importe que ce soit François Bayrou, et je le salue. Mais enfin, le nombre de journalistes que je vois défiler à Pau pour faire le même genre de choses... Voilà, donc restons, gardons. Le sujet, c'est la nature des propos. La nature des propos fait qu'à un moment donné, il y a une certaine franchise et sans doute une confiance qu'il n'aurait pas dû avoir, comme il a pu l'avoir avec d'autres personnes. François Hollande, je vais vous dire, c'est paradoxalement quelqu'un qui est surprenant parce qu'il a confiance en la nature humaine. Il a sans doute tort, mais c'est un homme qui a toujours ce rapport-là. C'est un optimisme, mais c'est un optimisme dans l'être humain. Se montre, pardonnez-moi, méchant, attends, parfois cynique quand même avec beaucoup de gens dans ce livre. Hein. Parce que gentil, c'est pas ce qu'on retient. C'était un gentil. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Je vous dis qu'il avait confiance en la nature humaine et qu'il fait confiance aux gens. Moi, j'avais. Elle en prend pour son grade, la nature humaine, un petit peu. Hein, parce que peut-être qu'en l'occurrence, il a été aussi à l'épreuve du temps. Vous savez, la vie politique, elle est quand même assez dure. Vous êtes vraiment dans un exercice difficile, Madame Espagnac. Mais je le fais, je l'assume. Je le vois, bravo. Merci à vous. Allez, la suite de votre émission dans quelques instants. C'est